bonsoir. Désolé, j'étais plongé dans une lecture sur un dossier très important auquel on va consacrer toute une partie de la soirée. Un dossier sur Netflix, la plateforme américaine de VOD. Pour en parler, bien sûr, j'ai ce soir le privilège toujours d'accueillir mes deux compères, Reda Harirash, journaliste spécialisé dans la gestion des conflits. J'ai toujours pas compris c'est quoi la gestion des conflits. Et puis Faisal Matawi du site Algérie 24 heures. Nous allons bien sûr parler de la plateforme Netflix. On dit que c'est la nouvelle drogue et aussi une nouvelle menace pour la télévision et le cinéma. Avant de commencer le débat, je vous laisse regarder ce VTR qui a été présenté ou préparé par notre collègue du service anglophone de Al24, Myriam Ziyan. En seulement 5 ans, la plateforme américaine a pu bouleverser le quotidien des amateurs du 7e art et a suscité une addiction tendance en un temps record. Des millions de personnes considèrent aujourd'hui Netflix comme un moyen de divertissement incontournable dans leur vie. L'histoire particulière de cette compagnie américaine commence en 1997, lorsque Mark Randolph, directeur de marketing, et Reed Hastings, l'informaticien et mathématicien, ont créé Netflix à Scotts Valley, en Californie. Hastings a décidé de lancer le projet après avoir été contraint de payer une amende de $40 dans un magasin Blockbuster après avoir tardé de restituer une copie d'Apollo 13. Netflix a été lancé en tant que premier magasin dans le monde de la location de DVD en ligne. 10 ans après, au mois de janvier 2007, la société a lancé un service de médias en streaming et l'introduction de la vidéo à la demande via Internet, avec seulement 1000 films disponibles en streaming. Plus tard, Netflix a commencé à proposer des films en ligne tout en rendant accessible le streaming non seulement sur ordinateur, mais aussi sur laptop et à la télévision. On a commencé et grandi en envoyant des DVD. Puis il y a eu les séries et les coffrets DVD. Nous avions tous regardé au moins l'un des très bons contenus de HBO. En DVD, les épisodes s'enchaînent, ce qui nous a amené à nous dire « Waouh, avec des séries et tous les épisodes d'un seul coup, ça serait énorme. C'est une chose que la télévision traditionnelle ne peut pas faire et qui ont fait que ça a marché. » En mai 2011, les activités de diffusion en streaming de Netflix sont devenues la principale source de trafic sur Internet en Amérique du Nord. 5 ans plus tard, lors du Consumer Electronics Show, Netflix a annoncé qu'elle est disponible dans le monde entier, à l'exception de la Chine, la Syrie, la Corée du Nord et la Crimée. Durant la pandémie du Covid-19, Netflix a connu une croissance de 30% dans son chiffre d'affaires, mais elle a dû faire face à des concurrents tels que Disney+, Hulu et HBO Max. Cette dernière a rendu le binge-watching plus facile sans même le vouloir. L'histoire du binge-watching est drôle, car le terme signifie être capable de regarder une série toute la nuit. Quand le terme est apparu, on a essayé de l'effacer, car le mot binge est trop sombre, mais les gens ont bien aimé. Donc le binge-watching est devenu un terme courant, malgré nos efforts. Netflix est devenu le compagnon numéro 1 des adolescents et même des adultes, a remplacé le sommeil, les bouquins et a ringardiser la télévision. Alors, comme on l'a vu dans ce reportage, Netflix finalement c'était une vidéothèque. Oui, une immense vidéothèque, c'est presque 1, qui s'est transformée en plateforme de streaming. Oui, parce que Reed Hastings, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, et ça c'est un point important, on l'évoquera plus tard. Alors il y a deux associés, Reed Hastings et Mark Randolph. Un est informaticien, l'autre est plutôt programmateur. Il est dans la production. Au début, il n'avait pas vraiment marché parce qu'il était agent immobilier à New York et il a un peu utilisé l'argent de sa mère pour lancer plusieurs entreprises. Et plutôt, il a affiné son marketing dans la vente par correspondance et ça a servi plus tard pour créer Netflix. Et Netflix a été créé dans une discussion dans une voiture entre Randolph et Mais dans le reportage, Faisal, notre journaliste dit que Netflix est né en fait d'une pénalité de $40 d'une cassette qu'il avait fait un retard, donc il a payé $40 et ça l'a un peu touché. Il s'est dit, voilà, je vais créer une société qui va
faire la location des DVD, des vidéos oui, en ligne. C'était la firme Blockbuster qui, plus tard, bien sûr, est tombée en faillite. Hastings et son partenaire ont voulu racheter Blockbuster, qui était le numéro un aux États-Unis. Des vidéothèques. Dans les VOD, vidéo on demand, la vidéo sur demande. Et au début, c'est vrai que c'était la location, mais les deux, puisque l'un est spécialisé en intelligence artificielle, ont vu que ça allait venir, que cette demande viendra. Ils ont bien utilisé les plateformes numériques, puisque Netflix est né dans la Silicon Valley. C'est pour ça que souvent il est critiqué sur le rêve américain, quoi. Le rêve américain, donc dans cette région de Californie, la technopole de Silicon Valley. Donc c'est une évolution technique d'abord, avant qu'elle soit artistique. Et c'est effectivement une revanche, puisque dans un livre écrit par Mark Randolph, qui s'est retiré plus tard, en 2013, j'imagine, parce qu'il voulait se consacrer dans les conférences, etc. Et il avait écrit un livre qui s'appelait « Ça ne marchera jamais ». Donc il a critiqué le projet. Un peu. C'est son épouse qui lui a dit « Vous avez lancé un projet qui ne va jamais aboutir », parce que tellement de croyaient que sur plateforme, on va aller voir des films et des séries en payant un abonnement mensuel. Actuellement, je pense qu'il est de l'ordre entre 8 et 15 euros en Europe et en Amérique du Nord, et également dans entre 7 et 11 dollars aux États-Unis. Oui, ça a un peu augmenté. Je pense qu'il est plus cher par rapport à d'autres, comme Apple TV. Et donc, au début, personne ne croyait. Mais plus tard, ça a marché. Maintenant, la capitalisation boursière de Netflix, qui est une entreprise où il y a beaucoup d'actionnaires, est de presque 250 milliards de dollars. Tout à fait. C'est pratiquement la moitié de la capitalisation boursière de Google, qui est de 500 millions de dollars actuellement. Alors elle a fait un chiffre de 25 milliards de dollars en 2020. Chiffre d'affaires. Et la capitalisation, c'est le double. Oui, c'est 237 milliards de dollars. 10 fois plus. Ça veut dire que c'est une entreprise florissante. Ah, florissante, oui. Elle est présente à travers le monde actuellement. C'est presque une entreprise pétrolière. Oui, elle fait plus que c'est pour ça que l'économie numérique, quand on tape sur le numérique, quand on a une vision lointaine, c'est important. D'ailleurs, Mark Randolph disait que quand on a un rêve, il faut le réaliser. Et quand on a une idée, il faut l'appliquer sur le terrain. C'est un peu cette force qui a peut-être aidé à la réussite de ce projet. Oui. Reda, bien sûr, tu n'es pas spécialiste de cinéma ni d'audiovisuel, mais tu es plutôt spécialiste en géopolitique et en économie numérique. Est-ce que tu penses que Netflix est un nouvel, disons, envahisseur économique ? C'est ce que effectivement a été reproché à Netflix dès le départ, parce que tout simplement d'avoir envahi toutes les espaces audiovisuels et même numériques. Hein. Avant même d'avoir occupé complètement l'espace. Pardon, Reda, il faut préciser que Netflix a été créé en 97, mais la plateforme en 2007. Oui, tout à fait. La plateforme est née en 2007. Mais le problème principal qui s'est posé à Netflix dès le départ, c'est sa légitimité en ce qui concerne notamment la production de films. Pourquoi ? Parce que Netflix, c'est la Silicon Valley, c'est le monde du web. Or, dès lors qu'il a commencé à toucher, dès lors où il a commencé à produire des films et des séries, c'est le monde de Hollywood qui a été remué. Donc, ce n'est pas le berceau historique du cinéma. Justement, toutes les productions de Netflix ne se trouvent pas à Hollywood. Elles sont tournées dans les pays de production. Par exemple, des films, des séries comme Narcos sont tournées au Mexique, en Colombie, Casa de Papel en Espagne, Arsène Lupin en France. Donc, plusieurs séries à succès, hein, oui, tout à fait, entre Squid Game en Corée du Sud. Donc, c'est pour vous dire qu'ils n'investissent pas à Hollywood, en fait. L'argent est hollywoodien. Est-ce que l'argent est hollywoodien ? Ce qui se passe là, est américain plutôt. Quand ils ont démarré en 2007, ils étaient plutôt des concurrents par rapport à Hollywood. Et en plus de ça, vis-à-vis même du public américain, ils n'avaient pas encore cette visibilité, cette crédibilité par rapport au marché des films classiques qui étaient produits par Hollywood. Donc se poser la question de la légitimité par rapport à eux. Mais par la suite, Hollywood, finalement, a dû composer avec Netflix et vice-versa. Pourquoi ? Parce que Netflix, on dit
aux grosses pentes qui sont à Hollywood. Voilà, nous allons assurer l'essentiel dans le domaine de la distribution et on va essayer de ne pas trop vous bousculer dans le monde de la production. Donc, il y a un partage des coûts qui a été assuré entre les uns et les autres. Et de ce point de vue-là, ils sont plutôt actuellement dans une période d'accalmie, puisque chacun a clairement délimité son territoire, ce qui n'était pas le cas au départ. Netflix est un diffuseur d'abord. Oui, tout à fait. Et un diffuseur... Ce n'est qu'après qu'il est devenu producteur. Digital. Voilà. Et pas tout, parce que parfois les originals, les Netflix Netflix, ne sont pas souvent production de Netflix. Mais ils sont rachetés, mais ils sont diffusés puisqu'ils sont diffusés sur comme Casa de Papel, c'est pas une production de Netflix, c'est une production espagnole. Même Narcos, c'est pas une production. Casa de Papel, Narcos avec House of Cards, et je pense que c'est les 3 séries les plus vues de Netflix. Dernièrement, bien sûr, il y avait Squid Game, qui est une série particulière produite en Corée du Sud. Et il faut noter que Netflix a créé une filiale en Corée du Sud pour cibler le marché asiatique. D'ailleurs, le scénario de Squid Game a tourné en rond pendant plusieurs mois, plusieurs années pour trouver un acquéreur. Et c'est Netflix qui l'a sauvé un petit peu de la crise. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, les chaînes de télévision sont en crise. On verra peut-être pourquoi après. Les télévisions, à cause de la publicité, de la réduction de la publicité. Évidemment, la pandémie a profité beaucoup à Netflix, puisque la chute les gens sont restés chez eux, donc se sont rabattus sur cette plateforme, pas uniquement celle-là, parce qu'il y a d'autres plateformes. Et donc Netflix, ce n'est que récemment, comme l'a expliqué Leda, que c'est mis pour ne pas un peu trop bousculer la dictature entre guillemets de Hollywood, parce que Hollywood ne peut pas être bousculé, y compris par les studios extérieurs au nord des États-Unis, bien qu'il y ait des films qui sont tournés en dehors des États-Unis pour des prêts, pour réduire les prêts. Netflix va lancer sa propre production, puisqu'il a ses propres studios de tournage et des studios d'animation. Parce que les films d'animation attirent beaucoup de public, surtout en période de fête dans le monde chrétien. Beaucoup de films sont vus, et donc plus les gens viennent voir des films, plus il y a de l'audience, plus Netflix gagne de l'argent. Est-ce il y a une question qui a été souvent posée par exemple les producteurs algériens qui cherchent à vendre leurs produits sur Netflix, ils ne trouvent pas l'adresse ou le bureau de Netflix quelque part. On dit que c'était un producteur virtuel. C'est-à-dire, il existe aux États-Unis, mais par exemple ça en Californie. Oui, tout à fait. Mais ils sont difficiles à contacter, à proposer des productions ou des scénarios. Ils sont maintenant plus flexibles, hein, parce que mais avant c'était difficile. Oui, on ne les compare pas comme ça. C'est une stratégie qui visait à ne pas être, disons, infiltré par Hollywood. Oui, c'est un peu le monde de tout ce qui est né dans Silicon Valley, dans une certaine virtualité, parce qu'il faut chercher pourquoi il y a ça. On expliquera après plus tard qui sont les actionnaires de Netflix, parce que c'est très intéressant de connaître qui sont les actionnaires. Maintenant, Netflix est devenu beaucoup plus flexible. D'ailleurs, il est plus ouvert sur les autres langues. Ce n'est pas le cas de Prime Video, qui est la plateforme d'Amazon. Il est plus ouvert sur les régions. Il y a des films algériens, d'ailleurs. Il faut noter qu'il y a des films algériens. Diffusés seulement. Il y a 2 films algériens. Il y a le film de Yasmine Chouir, et Jusqu'à la fin des temps, et de Papicha. Papicha, bien sûr. Mounia Meddour, mais lui, les producteurs, les responsables, ils voudraient bien s'ouvrir sur le cinéma arabe. D'ailleurs, le film rubrique cinéma arabe. D'ailleurs, tu te souviens, le film Papicha a été vu la première fois sur Netflix. Puisqu'il n'a pas été diffusé en Algérie, les gens l'ont découvert sur Netflix et sur Canal+ plus tard. Parce que Netflix, il a un service marketing très puissant. Et le Netflix tourne avec presque 10 000 employés à travers le monde. Il a une grosse filiale en Inde et aussi au Brésil. Donc il capte un peu ces occasions. Ces séries qui ne sont pas prises par la télévision, ces films qui ne sont pas diffusés dans leur pays, il les rachète pour les mettre sur sa plateforme. Alors comment on peut juger du succès d'un film ou d'une série? La dernière fois, Yasmine Chouir m'a appelé, m'a dit il faut voter sur le film ou regarder quelques minutes, parce qu'il suffit de regarder 3 à 10 minutes le film pour qu'il soit enregistré comme un film à succès. Donc, c'est comme ça qu'on comptabilise le succès d'un film, c'est-à-dire en vision. C'est en vision, c'est les ratings. C'est en vision. C'est les ratings, ça veut dire plus que vous voyez des films, parce qu'il y a des clics sur les films. C'est des clics, oui. C'est des minutes, ils sont comptabilisés en minutes de visionnage. Et ce qui est intéressant avec Netflix, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes, c'est qu'il y a des top 10. Oui, c'est ça, oui. Les films les plus vus,
Les séries les plus vues, bien sûr, il y a une volonté peut-être d'orienter un peu les spectateurs de Netflix parce qu'il y a beaucoup de films sur Netflix, de séries, documentaires, etc. Mais effectivement, plus les gens voient le film, puisque ça apparaît comme un film plus vu, pas forcément un succès, mais un film vu sur Netflix. Et vous aurez remarqué, entre parenthèses, qu'en Algérie, on n'a pas suffisamment fait de publicité sur la présence du film algérien, le premier de Yasmine Chouir, jusqu'à la fin des temps, qui est un très bon film. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Côté producteur algérien, le producteur, à mon avis, aurait dû faire plus de publicité parce que c'était important, c'était historique. C'est le premier film algérien. Le film Papicha est un film réalisé par une franco-algérienne. Oui, mais c'est le premier film algérien à 100%. À 100%, c'est la première fois que ça arrive. 100% non, puisqu'il y a une partie française dans le film. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que Netflix fait peur à la télévision et le cinéma ? C'était le cas dès le départ parce que le monde de Hollywood, par exemple, voyait Netflix comme étant un intrus. Un concurrent aussi. Un intrus. Un intrus. Oui, parce qu'il vient du monde donc, du web, une menace majeure. Non, mais il était considéré comme un intrus. Mais maintenant, Hollywood voit les avantages quand même d'avoir un concurrent comme Netflix, puisque une partie des coûts de production sont assurés par Netflix au moment de la commercialisation du film. Oui. Donc les deux partenaires sont parvenus quelque part à un certain compromis. Parce que en termes de coûts, aussi bien au niveau de la distribution que de la production, Netflix assure largement. Il faut savoir que chaque année, ils ont 20 millions pratiquement d'abonnés en plus, ce qui est considérable. Donc ils ont une marge qui est beaucoup plus large que celle du monde du cinéma classique. Oui, il y a 205 millions d'abonnés à l'heure actuelle. Oui. Actuellement, plus de 200 millions. À travers le monde. En l'espace de 10 ans, ils sont passés de 20 à 200 millions. Oui, ils ont multiplié par 10. Oui. Et la pandémie a beaucoup profité. Parce on va parler justement de la pandémie. On va rester un petit peu dans justement le secteur du cinéma. Il y a eu quand même une opposition du secteur du cinéma, enfin des gens du cinéma. Il y a eu d'abord le Festival de Cannes qui avait refusé tout film qui soit produit par Netflix pour être sélectionné. Et ensuite, celui qui a ouvert un petit peu la brèche, c'était un peu les Oscars, puisqu'ils ont autorisé un film produit par Netflix à être sélectionné. Et puis, il a eu l'Oscar. C'est le cas, par exemple, de Roma, le film mexicain qui a remporté l'Oscar du film étranger, je crois. Oui, parce que c'est la résistance, comme dirait Donald Trump, bien qu'on n'a pas ce qu'ils disent, mais c'est le vieux monde. C'est un peu le vieux monde qui résiste au nouveau monde. C'est ça un peu le nouveau monde. À un moment donné, on avait dit, je pense en 2013, que la télévision allait être détruite par Netflix. 2013. 2013 déjà. 8 ans, oui. 2013 on disait que la télévision allait disparaître. Que 2013, on n'entendait pas parler en Algérie de Netflix. Non, dans le monde, je veux dire, pas en Algérie. Oui. Mais que la télévision, mais c'est pas le cas. La télévision reste toujours populaire et Netflix s'est rendu compte de ça. Surtout dans certaines régions d'Europe, notamment dans les villages français, italiens, espagnols, un peu dans l'Est de l'Europe. Les gens sont toujours attachés à la télévision, au petit journal du soir, à la petite série, à l'émission sur la cuisine. Qu'est-ce que fait Netflix? Il lance une nouvelle catégorie. Je ne sais pas si elle est disponible en Algérie, je ne pense pas, direct, live. Ça veut dire qu'il vous fait une sélection, parce qu'ils se sont rendus compte que parfois les gens sont perdus. Quand on vient sur Netflix, parfois on sait quelle série ils vont voir, quel film, mais parfois les gens Netflix, mais quoi voir ce soir. Donc il vous fait une live, et donc durant toute la journée, vous avez un enchaînement d'épisodes qui passent, d'une série ou des films. Vous verrez, dès que vous cliquez, vous allez voir ça directement. Ça veut dire que Netflix fait le choix pour vous. Parce qu'on avait reproché à la télévision justement cette question, c'est que c'est des programmes fixes, des horaires fixes, les programmateurs des chaînes de télévision de variété ou d'information imposent leurs programmes. Or, Netflix donne une flexibilité pour le spectateur, lui donne le choix de voir le film où il veut, parce que c'est sur plusieurs plateformes. Il y a le smartphone, il y a sur la télévision, il y a sur la tablette, il y a même sur les machines de jeu. Qui peuvent utiliser cette plateforme. Les plateformes techniques sont très très souples et donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'il allait vampiriser, si vous voulez, ou il allait détruire la télévision. Mais la télévision a toujours son public. Et d'ailleurs, l'audience a augmenté un peu avec la pandémie. La pandémie a profité à tout le monde, on dit, mais au-delà de la maladie, les gens qui sont morts. Il y a aussi des gens qui, sur le plan économique, l'économie numérique a beaucoup gagné durant 2020 et en 2021. Mais la force de Netflix, c'est surtout raconter des histoires. Laissez-moi vous montrer une vidéo bande-annonce, justement,
sur Netflix où il raconte justement cette industrie de l'image qui fait fabriquer des histoires parfois très belles. Le digital prend le pouvoir. Une plateforme qui connaît beaucoup d'abonnés en Algérie, Netflix en cite. Une plateforme, une application, spécialité distribution dans le secteur cinématographique. Le temps passe vite. L'idée qui a été créée entre les deux hommes lors d'une conversation en voiture s'est transportée par le système binaire. Netflix a une grande masse d'abonnés, pas forcément d'une façon légale, mais les Algériens arrivent toujours à accéder à la plateforme. Vous avez entièrement raison, Netflix est un site mondial et il a trouvé son ampleur ici en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui suivent Netflix, qui regardent des films, notamment des films, des séries sur Netflix. Et on va dire que c'est un nouveau phénomène, c'est une tendance en Algérie. Pourquoi Netflix et pas d'autres? La plateforme américaine a proposé des séries inédites, plusieurs saisons de la série Viking où le personnage Ragnar nous a fait voyager avec les bateaux de Fluky. La série Blacklist et bien d'autres. Et en ce moment, je regarde beaucoup plus des séries Netflix, notamment Gia. Je peux les noter? Divergent, Gia, Made, Flatliners et Inception. Les nouveaux films, en général, غير القديم في التلفزيون. Par contre, sur Netflix, غير جديد. تلقى غير جديد، فهمتني. Les Algériens passent beaucoup de temps à suivre leurs programmes sur Netflix, les effets du Covid. كما نقولوا, je les regarde presque tous les jours. À partir de minuit jusqu'à le matin. Netflix, ce n'est pas que des nouveautés, vu que la plateforme contient beaucoup de classiques, à l'ombre de Shawshank, Les Affranchis. Possible que les plus âgés ne soient pas branchés Netflix, mais c'est toujours eux qui payent pour les petits, vu que Netflix propose un programme Kids. C'est mes parents qui payent l'abonnement des filles. Je regarde sur Netflix l'Avatar, Hank, Blade, Pokémon, le Grinch, plein de choses. Effectivement, j'utilise Netflix, ça fait des années, à peu près 6 ans comme ça. J'ai commencé à voir des séries, des films. J'ai su beaucoup de films, j'ai beaucoup de séries, j'ai fini beaucoup de séries aussi. Bon, sur le côté abonnement, bon, je ne trouve pas de difficultés sur les abonnements. Il y a ici en Algérie, partout, je peux trouver des abonnements. Bon, moi, je fais des abonnements par mois et aussi, c'est pas par 6 mois. Et aussi, c'est pas très cher. C'est avec un prix abordable. Le marché de Netflix est en train de se développer. Les prix sont connus et les comptes fournis sont sous garantie. Netflix a produit beaucoup de films dans cette année 2021, à l'image de Tic Tac Boom. 2022 s'annonce fort et les Algériens ont déjà programmé leur playlist. Voilà, c'était le reportage de Salah Faisal sur les utilisateurs de Netflix en Algérie. Finalement, il y a beaucoup d'utilisateurs de Netflix en Algérie, mais on n'a pas de chiffres. Ouais, on n'a pas de chiffres, malheureusement, comme on n'a pas le nombre de téléspectateurs en Algérie qui voient de... Non, il y a quand même quelques sondages sur le nombre de téléspectateurs. Mais ils ne sont pas suffisants, Salim. Il faut aller par la médiamétrie selon les termes techniques. Il y a des sondages qui sont faits par IMAR, par quelques instituts. Pendant le Ramadan, donc on a un indice. Voilà, c'est une des erreurs, c'est-à-dire que la télévision, ce n'est pas uniquement le Ramadan. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est une saison haute pour la télévision en Algérie. Donc il faut diviser par deux. Non, mais moi je pense qu'il faut faire des études à longueur d'année, y compris sur les plateformes. Je pense qu'à longueur d'année, il y a plus de gens qui regardent des productions étrangères et que pendant le Ramadan, les gens regardent les télévisions algériennes. Oui, mais parce que les films sont devenus rares aussi sur la télévision algérienne. On n'a pas entré dans le débat sur les droits d'auteur, mais les gens regardent les derniers films, par exemple, les tout derniers films qui sont sortis, notamment ceux qui sont passés sur les festivals dans la plateforme Netflix. Parce que Netflix est la plus flexible des plateformes. Il y a Prime Video, mais Prime Video, elle est plutôt dans les films du patrimoine, des anciens films, les classiques. Et entre guillemets, parce que Salim, vous avez parlé de cinéma, Prime Video qui appartient à Amazon, le groupe Amazon. Amazon, pour ne pas que Netflix retrouve les films sur James Bond, la saga, 25 films, il a tout simplement racheté les studios Metro-Goldwyn-Mayer.
Tout simplement. Le producteur. Il a racheté le gros producteur. Et le catalogue. Pour voir la concurrence où elle peut arriver. Ouais, et les chiffres de Prime Video sont beaucoup plus bas que Netflix. C'est 4 euros, je pense, le mois pour les abonnements. Je ne sais pas s'il est accessible en Algérie. Je pense qu'il est accessible, mais ce n'est pas non, très il n'y a bon. pas Prime Video, il n'y a pas Disney+. Disney+, non, pour la région Hulu, il n'y MENA. a pas Hulu qui appartient à Disney aussi. Hein. Oui, Disney+, sur la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, il n'est pas encore Et disponible. Disney+, tout récent. a tout le catalogue des Marvel. Donc, Des Marvel et des Pixar aussi. Des Pixar, des Lucasfilm, etc. Absolument. Mais je pense qu'il n'est pas accessible en Algérie. C'est Netflix qui est le plus populaire à l'heure actuelle. Alors, si on parle aujourd'hui de Netflix en Algérie, pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de vente de Netflix en Algérie? Toutes les ventes des codes, par exemple, d'accès à Netflix, c'est des codes qui sont sur Webknis, qui sont chez des revendeurs comme ça. Ils te donnent un code à 5000 dinars pour 5 postes. On ne sait pas comment c'est payé, etc. Est-ce que vous pensez que le problème de Netflix en Algérie, c'est le mode de paiement? Je pense que c'est le problème de l'économie algérienne, du mode de l'écosystème. Il faut rendre les dispositifs plus simples, simplifier les modes de paiement. C'est vrai que le paiement électronique chez nous reste très compliqué. Pour être plus proche de la réalité, Netflix n'a pas de magasin. Ils ont une plateforme et tu te connectes et tu payes, c'est tout. C'est-à-dire il faut avoir une carte Visa. Carte de Visa. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être connecter un peu plus l'économie algérienne avec le monde actuel, notamment pour les modes de paiement, y compris parce qu'il n'y a pas que le cinéma, il y a beaucoup de plateformes qui sont intéressantes dans les études, dans les de recherche scientifique, dans les études universitaires, etc., payables sur Internet ou sur paiement électronique. Et s'il y a ça, je pense qu'il y a un gros marché pour Netflix dans la région arabe. Et vous aurez remarqué que Netflix s'intéresse beaucoup à la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, y compris l'Afrique aussi, puisqu'il y a beaucoup de productions qui sont proposées. Alors, au Moyen-Orient, ils ont deux concurrents, c'est Shahid du groupe NBC et Bein Movie, qui appartient au groupe Bein Qatari, qui a racheté tout le catalogue de Miramax. Donc, c'est vous dire tous les films de Miramax, mais aussi tous les autres films américains. Aujourd'hui, les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ont investi énormément dans le football, ont investi également dans les films américains et notamment les catalogues de Hollywood. Oui, c'est également, entre guillemets, une guerre commerciale. Hein, parce que Shahid, qui appartient au groupe NBC, il propose également le sport, il me semble. C'est pas le cas pour Netflix. Il y a des documentaires sur le sport, mais il n'y a pas de match. Alors justement, c'est ça la question que je voulais poser à Reda. Pourquoi, à votre avis, Netflix ne s'est pas attaqué au sport? Au-delà du soccer, comme on dit aux États-Unis, le football comme chez nous, mais ils pouvaient s'attaquer à des sports comme le basket, comme la Formule 1, comme le football américain, etc. Pourquoi ils ne se sont pas attaqués à ces sports, justement? Parce que tout simplement, c'est une stratégie commerciale qui leur est propre et que pour le moment, ils estiment qu'ils n'ont pas encore les épaules large pour faire face à la concurrence. Ils ont des milliards de dollars de recettes quand même. Oui. Financièrement, alors que les droits ne coûtent pas plus de 200 millions. Hein. Oui, l'assise financière en elle-même, ils l'ont, mais ils savent très bien qu'ils vont entamer un bras de fer avec d'autres groupes comme Ming. Et pour le moment, pour des raisons qui leur sont propres à eux, ils ont opté pour une stratégie commerciale de ce point de vue-là, qui ne soit pas offensive. Ils sont plutôt ils restent sur leur position. Prime Video, par exemple. Elle fait dans le sport. Dans le sport, et Amazon, il me semble, il va bousculer beIN Sport et ils ont bousculé beIN Sport en France déjà. Déjà pour acheter des matchs, parce que maintenant ils ont acheté la Ligue française. Absolument, ils proposent ça en live, en direct, en streaming sur sa plateforme, et c'est un peu le cas de Shahid aussi dans le monde arabe, qui a acheté. Shahid, il me semble, il a acheté les droits des championnats, de certains championnats asiatiques. Parce que personne ne pense au championnat asiatique, on pense surtout aux championnats européens. Il n'est pas aussi compétitif, mais Shahid a racheté. Vous pouvez imaginer le marché asiatique, son ampleur et son importance. Mais quand vous dites champion asiatique, c'est-à-dire la région japonais, du Golfe, coréen, la région du Golfe aussi. Non, la région du Golfe, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Il n'a pas les droits sur le Qatar et les Émirats, vous savez, pour des considérations géostratégiques. Mais il a sur l'Asie, et il me semble aussi que Shahid a acheté un contrat avec Samsung, qui est un fabricant
mondial qui est connu dans les Smart TV, les télévisions intelligentes. Il y a même un bouton maintenant dans les télécommandes, la télécommande de Samsung, où il y a Shahid VIP. Où il y a de tout. Shahid VIP, il y a aussi des programmes pour enfants. Aussi, ça coûte un peu cher, mais c'est pas aussi cher qu'on le pense. Alors, il y a une bataille. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une bataille entre Netflix et Shahid? Parce que Netflix récemment a acheté les droits de 44 films arabes, pas n'importe lesquels, puisqu'il y a les films de Youssef Chahine, il y a les films palestiniens, les films syriens, à gros succès. Hein. Il y a aussi des séries qui passaient aussi bien sur Shahid qui vont passer sur Netflix. Est-ce que vous pensez qu'il y a une concurrence sur le marché de la VOD un petit peu dans le Moyen-Orient? Oui. D'ailleurs, Netflix est le seul qui offre des sous-titrages en arabe. C'est pas le cas de Prime Video, de Disney+, etc. Tout à fait, ouais. C'est dès le départ, même les langues asiatiques aussi, le coréen, le japonais. Sans oublier les Turcs, hein, parce qu'il y a eu un film turc qui a eu un énorme succès sur Netflix et qui a été une adaptation d'un film sud-coréen. Oui. Tout à fait. Netflix voudrait être présent dans la région arabe. Et il a acheté aussi des feuilletons égyptiens, les gros feuilletons qui passent dans le Ramadan, et je pense que même il va se lancer dans la production. Là où il y a les possibilités évidemment de produire ou de racheter des droits de séries et de feuilletons. C'est un marché important, c'est quand même presque 400 millions de consommateurs. Dans la région arabe, on consomme beaucoup la télévision et les plateformes les films, etc. D'autant plus que pour certains pays arabes, les salles de cinéma ne proposent pas des films quotidiennement ou annuellement, surtout les films qui sont dans des films de grosses réussites ou si vous voulez succès cinématographiques. Donc oui, le monde arabe est un terrain de guerre entre plateformes numériques. Il y a d'autres qui vont intervenir aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que Netflix. Hein. Le Prime Video cible aussi la région arabe, Amazon, il y a aussi OCS qui est une plateforme lancée par Orange. MyCanal Plus en France n'est pas vraiment tourné vers la région arabe, peut-être l'Afrique, mais c'est une guerre qui s'annonce. Hein, oui, alors juste avant de continuer avec toi Reda, on va voir justement la vidéo de Netflix qui montre les images des films qui remportent un grand succès sur la plateforme de VOD américaine, et on revient au débat. Vous voilà, au tout début, là où chaque histoire commence. Peut-être n'avez-vous jamais été au centre de l'attention, ou déclaré ennemi public numéro 1. Peut-être n'avez-vous jamais soulevé une armée, réalisé un rêve, ou été pape, et encore moins le prochain pape. Peut-être n'avez-vous pas encore ressenti l'amour, ou juste appris à vous aimer. Peut-être n'avez-vous jamais été placé derrière les barreaux pour un crime que vous n'avez pas commis. Vu le monde s'effondrer ou se renverser, alors même que vous le faites bouger. Peut-être n'avez-vous pas tout vécu. Voilà pourquoi ces histoires méritent d'être regardées. Netflix, les histoires nous rapprochent. Comme j'ai dit tout à l'heure, justement, Netflix sait raconter des histoires. Alors, comme on vient de le voir, il y a des images qui parlent un petit peu de la Grande-Bretagne, il y a des histoires qui parlent de l'histoire de France, il y a des histoires qui parlent des Vikings, il y a des histoires qui parlent au monde arabe, au monde hindou, etc. Est-ce que tu penses que c'est de la world cinéma et de la world, disons, diffusion de films? C'est de la distraction. Globale. C'est la distraction globale, parce que Netflix a décidé en novembre de passer tout simplement de proposer un nouveau produit qui s'appelle le Netflix Games. Donc c'est un jeu vidéo qui est offert aux abonnés et sans publicité et avec beaucoup de facilité, de manière à ce que les abonnés puissent, quand ils veulent jouer, je crois que Netflix a mis en place toute une série de jeux, 5 jeux je crois, depuis le 2 novembre 2021, de manière à distraire ses abonnés. Et c'est une stratégie commerciale, Netflix Games, plutôt que d'investir le monde du sport, parce que de ce point de vue-là, ils considèrent que quand il s'agit de distraire et de faire plaisir à leurs abonnés, ils sont les plus forts. Donc c'est un monde de distraction. Oui, tout à fait.
Oui, il y a une démarche de mondialisation. Une grosse filiale au Brésil, une grosse filiale en Inde. L'Inde qui est un marché immense. Immense, oui. En Turquie aussi. En Turquie, en Europe. En Corée, maintenant, ils sont en train de cibler le marché coréen. Ils sont intéressés un petit peu à la France, un peu tardivement, avec la série Arsène Lupin. Arsène Lupin, qui a été diffusée dans sa langue originale. Avec Shirin Boutella dans un rôle... Et Omar Sy. Shirin Boutella a joué le rôle d'une inspectrice de police. La série, bien sûr, elle est ce qu'elle est. On reviendra peut-être après, mais... elle a eu un succès. Hein. Oui, elle a un succès. Toutes les séries sur Lupin françaises qui n'ont pas eu de succès, il a suffi qu'ils passent sur Netflix pour petit peu mondialiser l'histoire de Arsène Lupin. Oui, avec la France, ça a commencé surtout avec c'est une histoire française, en fait. Absolument. Arsène Lupin est un voleur, si vous voulez, célèbre en France, mais ça a commencé, je pense, pour la France avec Marseille. Oui. D'ailleurs, le grand patron qui est Reed Hastings est parti à Marseille lorsqu'ils ont lancé la série Marseille. Le conflit à la mairie de Marseille, c'était avec des comédiens connus comme le comédien, comment il s'appelle déjà, je me rappellerai plus tard, mais c'est à partir de là où Netflix a ciblé un peu le marché français, qui est important, bien qu'il a été bousculé, parce que a été beaucoup critiqué. Les Français, dès 2014, en 2015, ont commencé à crier à la télévision, ça va tuer la télévision, surtout pour la publicité, parce que Reda l'a souligné, Netflix a l'avantage, contrairement à Prime Video, il n'y a pas de publicité. Parce que les gens, il n'y a pas de coupures au milieu du film, etc. Ouais. Certaines chaînes de télévision l'ont abandonné, mais pour ceux qui suivent Netflix, c'est important. Mais il y a, comme vous l'avez dit, une démarche de mondialisation, de présence à travers le monde. Au début, c'était les États-Unis, l'Amérique du Nord, le Canada, et puis Netflix, bien sûr, l'appétit bien en mangeant, commençait à s'intéresser à des marchés européens, une partie du marché européen, le marché maintenant asiatique avec l'Inde et la Corée, le marché sud-américain et bientôt l'Afrique. Parce que les productions africaines qui peinent parfois à passer dans les festivals ou dans les télévisions occidentales trouveront un support important qui est le Netflix dans le futur. Alors Reda, juste, je voudrais revenir vers toi, mais concernant le marché français. Alors Netflix a bouleversé un petit peu le marché du cinéma et de la télévision en France, obligeant Canal+ à revoir sa stratégie des séries originales, à revoir sa stratégie pour l'achat des séries américaines, parce qu'avant, toutes les séries américaines passaient par Canal+ ou TF1. Aujourd'hui, Netflix a bouleversé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin, les gens en France n'ont pas besoin de passer par TF1 ou Canal+ pour regarder des séries américaines. Ils la voient sur Netflix. Aujourd'hui, le CNC français introduit des amendements au départ, des blocages sur Netflix. Ils ont obligé même TF1 et M6 à créer une plateforme VOD pour contrecarrer Netflix. Oui, tout à fait. Ça s'appelle du protectionnisme français. C'est clair que dès le départ, ça n'a pas été simple pour Netflix, mais ils ont très rapidement compris comment il fallait s'y prendre. Parce que ce qu'on leur reprochait, c'était tout simplement de ne pas financer suffisamment la production française. Et ça, ils ont mis ils ont mis le paquet de manière à augmenter leur contribution financière qui est maintenant de l'ordre de 100 millions de dollars par an pour favoriser notamment la production française. Et à partir de ce moment-là, les portes leur ont été ouvertes. Oui, mais le Canal+ était, enfin, il est toujours le plus grand producteur de cinéma en France. Oui, tout à fait. Oui. Mais Netflix a quand même une marge qui est plus importante. Donc, ils peuvent se frayer un chemin. Dans un monde qui est assez conservateur quand même, même dans le cinéma français. Canal+, qui a lancé sa propre plateforme. MyCanal. MyCanal, mais qui est plus cher. C'est plus cher, tout à fait. Moi, ça a été critiqué à cause de ça pour les films. Parce qu'il y a une autre plateforme pour les séries, et je pense pour le football. Bien sûr, Canal+, ça a été critiqué sur la surcharge dans le contenu, parce qu'il y a des émissions de télévision, il y a du direct, il y a des matchs de football, en fait, etc. MyCanal, c'est revoir ce qui a été diffusé sur Canal parfois. En partie. Mais on rachète aussi des films classiques du qui cinéma. Qui ne sont pas diffusés sur la chaîne mère. Oui, du cinéma français. Pour le comédien, je me suis rappelé, c'est Gérard Depardieu qui a joué le rôle du maire. J'ai oublié Gérard Depardieu. Oui. Ah oui, ça peut arriver. Qui a joué donc le rôle du maire dans la série Marseille, qui a aussi été un succès. C'était vraiment le lancement de Netflix dans la région, en France. Et elle est à raison, puisque l'une des conditions qui ont été imposées à Netflix,
justement de participer à l'économie et à produire, contribuer à la production. Maintenant, Netflix, il a un système. Ça veut dire qu'il peut, quand il y a des difficultés dans certains pays, il y a des séries qui passent pas dans des pays, passent dans d'autres. Quand il y a des droits, des questions de questions de contraintes, parce que le numérique et justement l'Internet permet de dépasser les frontières. Mais évidemment, il ne s'agit pas de dépasser les frontières légales. Mais Netflix s'adapte aussi à certains pays. Il y a des séries qui ne passent pas, par exemple, dans certains pays européens ou pays arabes. Ça dépend aussi, bien sûr, du contenu. Et donc, c'est une plateforme qui est flexible. Elle s'adapte aussi aux régions, aux pays, évidemment, selon aussi les intérêts économiques de la plateforme. Justement, tu parles d'économie. Moi, la question qui me turlupine, c'est pourquoi il n'y a pas de publicité sur Netflix? Parce qu'ils gagnent l'argent avec l'abonnement. Mais on peut très bien rajouter de la pub. Il peut rajouter, mais c'est un diffuseur, c'est comme une télé. Mais c'est considéré comme un avantage. Prime Video, il a de la publicité. D'ailleurs, oui. Il est critiqué pour ça. Disney Plus, également, il y a de la publicité. Mais il faut noter aussi qui sont les actionnaires de Netflix. Parce qu'on l'oublie souvent. Il s'agit surtout des grosses boîtes de financement. Capital Group, The Vanguardian Group, BlackRock. Tous ces groupes sont dans les fonds d'investissement, les fonds de pension, les investisseurs institutionnels aussi. Et donc c'est la haute finance qui finance en grande partie le Netflix. Voilà. C'est pour ça que vous avez évoqué la question de la géostratégie, s'interroger pourquoi il y a beaucoup de... Il y a, je pense, 7 ou 8 actionnaires dans cette entreprise, qui est une grosse entreprise actuellement. Elle figure parmi les 500 plus grosses entreprises au monde actuellement. Oui. Au monde, pas uniquement aux États-Unis. Donc l'abonnement permet de gagner beaucoup d'argent. Ça gagne dans l'audience, ça gagne de l'argent et ça gagne aussi dans la géostratégie. Parce que, évidemment, les programmations, les films, les séries, ça obéit aussi parfois à une certaine logique. Curieusement, Squid Game a été programmé par Netflix alors que c'est une série qui critique fondamentalement la finance mondiale. La finance mondiale. Mais bon, c'est des choix, disons... C'est pour crédibiliser la plateforme. Mais puisque tu abordes le sujet, les sujets qui sont traités par Netflix ne sont pas traités par Hollywood. C'est des sujets qui visent, par exemple, à lutter pour la démocratie, lutter par la liberté des mœurs, lutter pour la liberté de la femme, pour l'enfance. C'est des sujets qui sont négligés. Il y a moins, disons pas beaucoup de violence, il y a plus de l'aventure, plus de romantisme, plus de science-fiction aussi, beaucoup d'aventure. C'est des thèmes qui ne sont pas trop abordés par Hollywood. Il y a aussi les séries historiques. Il y a beaucoup de séries historiques sur l'Afrique, sur l'Europe, également sur l'Asie, des séries chinoises, des séries indiennes, etc. Oui, ça, c'est des choses qui ne sont pas abordées par Hollywood. Par l'Amérique, disons. Netflix a gâché un peu une certaine pensée unique à Hollywood. Parce qu'il faut noter qu'à c'est bien ça, pensée unique. Je ne savais pas qu'Hollywood avait une pensée unique. Oui, il y avait une pensée unique sur certains sujets qui dominent au dépend d'autres. Oui. Regardez combien de films ont été réalisés sur la Deuxième Guerre mondiale, même pas sur la Première. Regardez combien de films se sont intéressés à l'Afrique, ou à l'Asie, au monde arabe, la civilisation arabo-musulmane, tout à fait, aux anciennes civilisations de l'Amérique du Sud. L'image, on en parlera peut-être un jour de l'image de l'Africain. D'ailleurs, le film Risala est diffusé sur Netflix, il n'est pas diffusé, jamais été diffusé sur une télévision américaine. Sur une télévision et même les documentaires. Parce que l'une des forces de Netflix, c'est les documentaires les plus critiques à l'égard de Donald Trump. Le dernier sur Malcolm X, sur Donald Trump, Whitney Houston et tout ça. Sur les mafias de New York, sur la grosse finance qui domine parfois les grosses banques, les Manning Brothers, etc. Et aussi sur des thématiques qui sont ignorées par la télévision américaine, pas toute la télévision, parce qu'il y a quand même des chaînes qui peuvent diffuser, mais sont petites. Les grosses networks comme CBC ou CNBS ou NBC ou ABC ou donc on peut dire Faisal qu'il n'y a pas de censure sur Netflix. À mon avis non. À mon avis, non. Tu es catégorique. Oui, à mon avis, non, parce que sincèrement, j'ai vérifié. Ça laisse la liberté de choix aux spectateurs. On fait confiance aux spectateurs. Quand on place un produit, parce que parfois, même le placement dans le design, etc., c'est aussi un choix éditorial. Hein. On fait monter des séries, des films, au dépend d'autres qui sont peut-être pas très politiquement corrects, mais ils sont sur la plateforme, mais peut-être vous les verrez pas. C'est une manière technique de gérer aussi le choix des spectateurs. Mais je pense que la marge de liberté dans Netflix est beaucoup plus grande que dans les chaînes de télévision américaines.
Et ça va très loin, cette marge de liberté, puisqu'il y a possibilité de passer par le réseau privé virtuel, VPN, pour accéder à Netflix, c'est-à-dire une personne qui est située dans un pays qui ne veut pas se faire connaître, notamment pour certains opposants politiques dans certains pays, pour ne pas se faire identifier avec leur adresse IP. Par le biais du VPN, ils peuvent se connecter à Netflix. Alors, il y a dans le reportage qu'on a vu au début de l'émission, notre collègue Marim Zian a dit que Netflix n'était pas accessible, par exemple, dans des pays comme la Corée du Nord, à la série, par exemple. Mais ça, et la Chine. Et la Chine, oui. C'est parce que les pays cités et pourtant, pas, Netflix diffuse des films syriens, par exemple. Oui, et des films chinois. Des films chinois, films coréens. Pas de films coréens du Nord, mais beaucoup de films coréens du Sud. Je ne sais pas s'il y a du cinéma déjà en Corée du Nord. On n'a aucune idée sur le cinéma. On connaît parfaitement le cinéma. Ils ont des films. Tous leurs films, c'est des films de guerre. Oui, c'est un peu la propagande comme dans les anciens temps. Mais c'est des choix des pays concernés. Pas uniquement parce qu'il y a d'autres plateformes qui ne sont pas accessibles dans ces pays, hein, notamment pour la Chine. La Chine, qui, vous savez, est en guerre commerciale avec les États-Unis. Les États-Unis, donc. Tous les GAFA ne sont pas disponibles en Chine. Oui, pas tous. Alors, c'est des filtres. Il faut quand même préciser que par rapport à la Chine, contrairement à la Corée du Nord ou à la Syrie, Netflix est présent indirectement puisqu'il s'est associé avec un distributeur local pour assurer un certain nombre de prestations. Donc, il n'est pas banni comme ça l'est en Corée du Nord ou en Syrie parce qu'ils sont en guerre, mais il passe quand même par un distributeur chinois. Et il est contrôlé. Qui est bien sûr contrôlé. Il y a des séries qui ne passent pas, quoi. Voilà, il y a des séries qui ne passent pas parce qu'il y a une censure de la part du gouvernement chinois, mais pas uniquement, c'est parce que tout simplement les États-Unis et la Chine sont en guerre commerciale quelque part. Donc les Chinois, ils arrivent, ils font tout pour satisfaire aux règles de l'OMC, puisqu'ils sont membres de l'OMC, mais en même temps, ils sont dans un conflit commercial avec les Américains. Et ils ont trouvé un certain compromis avec donc Netflix. Vous pouvez diffuser ici, mais vous devez passer par un distributeur chinois et bien sûr, il y a un certain nombre de contrôles qui doit être fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Netflix en Amérique, en Chine, en Europe, etc. On va s'intéresser à Netflix en Algérie. Alors avant de commencer le débat, je vous laisse regarder cette vidéo et on revient. Alors, moi, je pense que Faisal connaît cette série, beaucoup moins, je pense, Reda. Tu connais cette série, Reda? Non. Bab Orlouh, c'est la première série algérienne diffusée sur une plateforme VOD, sur la plateforme Yara, qui a été lancée juste après le Ramadan, je crois, non? Oui, en avril. Deux dernières semaines du Ramadan. 29 avril Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il existe un Netflix en Algérie? Non, pas encore. Pourtant, il y a des plateformes. Hein. Il y a des plateformes, mais la plateforme Yara, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est lancé par un producteur de feuilletons. Pas seulement, il est financé par Yassir, qui est le Uber algérien. Quoi. Le Uber algérien qui a réussi justement dans ce secteur du transport algérien, même en Europe, mais il n'a pas réussi dans cette application. Pas encore. C'est un début parce que une plateforme... Un partenariat avec un opérateur de téléphonie. Hein. Oui. Opérateur pour le paiement. Je ne sais pas pour les productions. Il y a maintenant 6 ou 7 feuilletons, comme le Khawa, comme Ward Aswad, Oulad al-Halal, Anawiyak, comédie et drama. Et Bab Orlouh a été lancé au Ramadan
2021, mais il a été lancé sur Yara parce qu'il n'a pas pu être vendu à des chaînes de télévision. On ne connaît pas le prix. Paraît-il, c'était trop cher. C'était trop cher et il y a beaucoup d'opacité entre parenthèses sur ces productions de télévision. Ce serait bien que les producteurs soient un peu plus transparents. Le producteur n'a qu'à décider de mettre en pariant que ça va marcher. L'abonnement, il est vrai, n'est pas très cher, c'est 500 dinars, par mois. Mais je n'ai pas l'impression que ça a marché. Pour cette application, elle est toute nouvelle, c'est vrai qu'elle a moins d'une année. Est-ce qu'on peut l'évaluer maintenant? Je ne sais pas, mais je pense que ça n'a pas vraiment marché parce qu'il y a un écosystème aussi à créer autour. D'abord, il faut avoir beaucoup de contenu pour avoir une plateforme, c'est-à-dire des documentaires, des films, acheter des films, acheter des droits de films, acheter... Maintenant, la question, est-ce que des organismes comme le CADC, qui est Centre algérien de développement du cinéma, je pense qu'il a... On va revenir là-dessus. Qui va lancer aussi sa plateforme. Je voulais te poser une question à Reda, si tu permets, Faisal. Allez-y. Est-ce que tu penses que Netflix algérien n'a pas trop réussi ici à cause de la connexion qui est très lente, qui ne permet pas un streaming de haute qualité, surtout en HD. Est-ce que tu penses que la 3G et la 4G n'ont pas boosté disons, la VOD en Algérie? Oui, ça altère nettement la qualité de la communication. Et puis, il y a autre chose, il y a le fait que Yara n'est pas suffisamment connu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de publicité. Netflix, à chaque fois qu'il lance un nouveau produit... lance des teasers et des bandes annonces. Oui, tout à fait. Il y a une campagne. Non, il y a eu une campagne pendant le Ramadan pour Babourlo. Il y a eu une énorme campagne, mais ça n'a pas été suivi. Non, ça n'a pas été relayé, en fait. Même si la campagne, elle existe, mais le commun du consommateur, il entend ça avec une oreille très distraite. Il faudrait qu'ils revoient leur campagne de promotion. Il ne suffit pas uniquement d'avoir un agenda et de dire, voilà, je vais faire de la publicité. Il faut s'assurer que cette campagne-là tombe à l'oreille du consommateur. Par exemple, choisir le moment où les gens sont suffisamment concentrés pour faire attention à ça. Donc, la campagne publicitaire n'a pas été efficiente. La qualité aussi donc, du réseau l'est. Et puis, il y a autre chose, il faut quand même un certain temps, parce que ça a été lancé en 2020, et c'est encore trop tôt pour le savoir, parce que la capacité... 2021, je pense. C'est en 2021. En 2020. Oui, avril 2021. Cette année. Oui. Avril 2021, oui. 2021, oui. C'est récent. Enfin, oui. C'est pas récent, mais disons pendant le Ramadan, juste après le Ramadan. Oui, mais c'est quand même très récent pour ce type, je dirais, de produit. Il y a un temps de latence qu'il faut laisser. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, on ne peut pas venir comme ça et s'imposer de but en blanc, sachant que dès le départ, on n'a pas mis le paquet de manière à s'assurer que tous les foyers algériens ont été saisis par ce nouveau produit. Voilà. Donc tu penses que c'est un problème de marketing? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Reda, parce que quand on lance c'est un nouveau produit, Yara. Oui. Parce qu'il faut penser produit. Juste, Faisal, oui. C'est vrai que moi je pense que c'est un problème de connexion. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous vous souvenez, les premiers épisodes, quand ils ont été lancés sur la plateforme, beaucoup l'ont téléchargé, l'ont mis sur YouTube. Après, l'opérateur a bloqué les épisodes sur YouTube. Donc, il y avait quand même un moyen. YouTube est plus regardé que les plateformes de VOD. Hein. Donc, les gens ne sont pas trop habitués aux plateformes, notamment algériennes. Et le problème de connexion en était un grand souci parce que beaucoup ont acheté les droits de visionner la série, et à chaque fois ça se bloque, etc. Mais il y a eu des problèmes techniques. Si la le permet, ça veut dire que je suis d'accord qu'il y a un problème de communication. Et trop de pub a eu un impact négatif pour l'application, parce que beaucoup de gens se sont abonnés à l'application. Mais il n'y a pas eu trop de pub. Contrairement, il y a eu beaucoup de pub pendant le Ramadan. J'ai cherché personnellement des annonces ou des trailers sur il y en a sur YouTube. Je trouvais une seule, et elle était à mon avis de mauvaise qualité, parce que ça présente pas réellement le produit. Non, ça c'est un produit. Ça c'est
Le thriller qu'on a diffusé, c'est le producteur qui l'a mis en ligne sur oui, sa oui, chaîne je sais, YouTube. Je l'ai vu. Il y a un autre. Mais je pense que quand on lance un nouveau produit, il faut mettre le paquet sur le plan communication, c'est-à-dire des affichages en ville, la publicité dans les télévisions et les journaux, faire connaître le produit et installer aussi un produit d'appel. Ils ont fait une soirée. Hein, oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je pense que c'est pas suffisant. Okay. Parce qu'après le Ramadan. Je pense qu'ils vont comprendre le message. Non, après le Ramadan, on n'a plus entendu parler de Yaran et de Baborlouh. Baborlouh, qui en parle aujourd'hui, qui l'a vu, ça n'a même pas suscité les débats. Bon, les producteurs, au début, ils étaient confiants que ça allait marcher parce qu'ils se sont appuyés sur l'ancienne série Bouled al-Halal, qui a très bien marché en Algérie, en pensant que ça allait marcher de la même manière en lançant la plateforme. Mais je pense que la réussite de la plateforme dépendra de son contenu. Plus il y a des films originaux, parce qu'il faut aussi acheter des films, il faut acheter des droits, il faut acheter des feuilletons, il faut acheter des documentaires, du sport, faire tout ce que les plateformes font à travers le monde. La concurrence sera rude, mais puisqu'on a un contenu algérien à mettre en valeur, pourquoi ne pas en profiter? Maintenant, il y a une autre plateforme qui a été lancée avec un communiqué, vous vous rappelez Salim, Chacha TV, en mai 2019, et puis on n'a plus entendu parler de cette plateforme. C'était dans le communiqué, c'était dit que ça allait réussir, que les producteurs algériens étaient appelés pour proposer leurs produits, parce qu'à un moment donné, il y avait des difficultés de déplacer certains produits dans les chaînes de télévision parce que les prix étaient élevés, qu'il faut trouver un sponsor, etc. Bon, il y a des règles. Enfin, juste pour expliquer, Faisal, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est que Chacha TV est une plateforme qui a été créé pour le compte du CADC, le principal aujourd'hui producteur de films au niveau du ministère de la Culture, et qui avait comme objectif de diffuser sur cette plateforme des films qui sont produits par le CADC. Laisse-moi te montrer, laissons découvrir la vidéo de Chacha TV, et après on reprend le débat sur ce sujet. Indéniablement, le canal digital est un canal d'avenir. Il a l'avantage d'être disponible, d'avoir de la mémoire, contrairement à la télévision, et de toucher à convenance une audience. N'importe quel créateur de contenu aimerait que son produit ou œuvre soit vu par un large public. Donc le canal le plus efficace est le canal digital. C'est-à-dire autant ils veulent que ce travail soit apprécié, vu et partagé, en même temps ils ont besoin de poursuivre leur travail et sans retour sur leur travail, sans rémunération, ça va être difficile pour eux. ولازم يكون في حل كيفاش اللي يخدم اي شيء في شبكات التواصل الاجتماعي يكون له مدخول دونك il faut réfléchir à un modèle économique. L'existence de Chacha est la bienvenue car elle permettra d'agréger un contenu local au lieu de dépérir dans les étagères de différents producteurs, ce qui est le cas. Ça va nous permettre, nous les Algériens, de voir ce que nous produisons. Je trouve que ça ne peut qu'être bénéfique que d'avoir une plateforme qui regroupe les travaux et les produits algériens. شاشة أنا جو لا كومبار يعني لي زينيسياتيف اللي كاينين ايور اللي شفناهم ناجحين كيما نشوفوا نتفليكس كيما نشوفوا لي زوطر بلاتفورم على برا جو بونس كو هذا هو الوقت باش هنا في الجزائر نديروا موقع ويكون فيه موقع اللي يمد لاعتبار الانتاج الجزائري اللي يكون فيه محتوى جزائري. Voilà, c'était le teaser de Chacha TV. Ils disent Qariban et après on n'a rien vu. Oui, c'était mai 2019 et on est en décembre 2021, on n'a rien vu, sans aucune explication. Et je pense qu'il y a un problème. Quand on lance un produit, on envoie un communiqué à la presse, c'était en mai, pour dire voilà, c'était l'initiative louable évidemment. On salue d'ailleurs nos amis artistes, même acteurs et réalisateurs qui ont participé dans cette vidéo et notre ami Younes Saber Cherif, le journaliste,
qui ont vraiment fait un peu de promotion pour Chacha TV. Oui, tant mieux, on aurait aimé que ça réussisse. Mais de ceux qui ont lancé le produit avec ce teaser et avec les communiqués envoyés à la presse, doivent, je pense, expliquer aujourd'hui pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est un problème de modèle économique? Est-ce que c'est un problème de support technique? Est-ce que c'est un problème de choix artistique? Parce qu'il faut expliquer, mais Yara, peine à démarrer, Chacha TV n'a pas démarré. Je pense qu'il y a une autre plateforme qui s'appelle Arox VOD. Il y a Magmovie qui propose des films à 500 dinars le mois et qui n'a pas également décollé. Mais il y a aussi Starplay qui appartient à l'opérateur de téléphonie algérien qui offre aussi du Netflix et toute une panoplie de films et un catalogue de films. Mais les plateformes VOD algériennes n'ont pas de succès malheureusement. Ils n'ont pas de succès parce que d'abord il y a la publicité, la communication, le choix, la vision, le support technique et le contenu artistique. Si vous voulez réussir, il faut mettre beaucoup de produits, pas 3 ou 4. Parce que Yara, je pense dans Yara, il y a 5 ou 6 feuilletons uniquement, comédie et drama. Oui, tout à fait. Oui. Chacha, ça n'a pas démarré. Il faut mettre beaucoup de produits. Il faut voir, est-ce que je peux concurrencer Netflix? Est-ce que je suis dans la capacité de concurrencer Prime Video ou Starplay? Même les producteurs algériens ne cherchent pas à entrer dans ces plateformes. Le problème, je pense, de Chacha TV, c'est que certains producteurs se sont opposés à participer à cette opération parce qu'ils ne voyaient pas un petit peu la rentabilité de cette opération. Peut-être. Ils ont préféré même contacter Netflix pour essayer de placer leurs films. Malheureusement, Netflix n'ouvre pas ses portes à tout le monde. Absolument, parce qu'il faut aussi répondre à certaines critiques techniques et artistiques, surtout pour l'image, parce que souvent, vous connaissez très très bien ça, Salim, les feuilletons algériens, les séries algériennes, comment ils sont filmés, dans quelles conditions, de lumière, de son et d'image, de choix de scénario, etc. Netflix répond aussi, on lui reproche de vouloir tuer le cinéma, mais Netflix respecte toutes les règles du cinéma international. Tout à fait. Toutes les règles de la télévision également. Et donc l'idée, c'est peut-être que les producteurs algériens... Elle ne fait pas de discrimination aussi. Elle diffuse toutes les régions, toutes les langues. Évidemment, c'est un choix, parce que c'est une entreprise, donc elle fait ses choix aussi. Mais pour le Netflix algérien, ou si vous voulez, les plateformes de VOD en Algérie, ça peut marcher lorsqu'il y a beaucoup de produits, lorsqu'il y a des visibilités, de la vision, de la transparence, et aussi comprendre qu'une plateforme peut racheter un produit. C'est pas gratuit. Tout à fait. Parce que le réalisateur, le producteur s'est fatigué pour réaliser un feuilleton. Il faudrait que pour racheter, il faut aussi avoir une plateforme financière. Bien sûr. Pas uniquement, bien sûr. Je vais lancer ça parce que c'est algérien, parce qu'on va révolutionner le paysage audiovisuel, comme ça a été dit. Le paysage audiovisuel algérien n'a pas été révolutionné 2 ans après. Ouais. Donc il faut se poser les questions. Pourquoi ça ne marche pas? Le débat devrait être ouvert aussi avec les promoteurs de ces projets. Oui, et surtout, j'insiste pour dire que concernant la stratégie marketing de Yara, ils auraient pu tout simplement s'inspirer de Netflix directement, notamment en choisissant des techniques comme le marketing street, qui consiste tout simplement à faire de la publicité dans les espaces publics. C'est-à-dire que le consommateur algérien, quand il sort à l'extérieur, chez nous, on a l'avantage quand même de ne pas être saturé par la publicité à l'extérieur. Et Yara aurait dû passer par ce canal de manière à avoir une plus grande visibilité, plutôt que d'opter pour d'autres moyens, parce que le YouTube, ils ne sont pas les seuls à l'utiliser. Mais par contre, s'ils avaient fait réellement une étude de marketing préalable, ils auraient pu saisir cette opportunité en se disant, voilà, l'espace public algérien, il n'y a pas beaucoup de publicité. Nous, on va se faire voir et se faire connaître auprès du public dans ces endroits-là. J'avais même proposé à l'époque au responsable de Yassir, un des responsables de Yassir, je lui ai dit, pourquoi vous n'utilisez pas vos taxis et vous mettez de la pub sur les taxis pour faire la pub justement pour tous les moyens sont bons. Pour Yara. Tant qu'ils sont légaux. Oui. Je me souviens, on avait même dit il n'y avait pas de pub sur la plateforme Yara. C'est-à-dire si vous cherchez
sur YouTube. On n'a pas trouvé de publicité pour annoncer cette opération ou cette plateforme qui offre des choix de vision pour les films algériens. C'est pour ça que quand on investit, il faut aussi avoir un planning, un business planning. Business plan, oui. Il faut penser à la publicité, il faut penser à faire connaître un produit. Netflix fait de la publicité en permanence. Oui. Malgré que c'est une plateforme mondiale, elle a plus de 204 millions d'abonnés. Chaque série a sa série, son teaser et sa bande annonce. Elle utilise la télévision, elle utilise le cinéma, elle utilise les plateformes YouTube, elle utilise les réseaux sociaux. Elle est présente ils ont presque de 25 millions d'abonnés sur Twitter. Sur Google aussi, sur Instagram. AdSense. Et Netflix utilise sur tous les réseaux sociaux. En fait. Absolument. Chaque réseau social, elle utilise pour cibler un public défini. Par exemple, Instagram de Netflix est orienté vers les jeunes, les séries jeunes. Twitter, c'est plutôt grand public. Facebook, c'est aussi, il y a de la famille, il y a des publics majeurs, etc. Et donc la publicité, je pense, c'est important pour faire produire Yara ou Chacha, parce qu'il s'agit de produits aussi, il ne faut pas l'oublier, des produits commerciaux. Voilà. Merci messieurs pour ce tour d'horizon sur Netflix. Merci. C'était important de parler justement de la plateforme VOD américaine parce que c'était un phénomène qui a débarqué comme ça à cause du Covid. On n'a pas parlé beaucoup sur l'impact du Covid. On a un petit peu évacué le sujet, sachant que le Covid a beaucoup aidé à la promotion, mais aussi à booster les abonnés de Netflix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro sur Mediapro. Merci. Bonsoir.